Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. C'est le retour d'une vieille dame rouge. Le SPD, le plus ancien parti d'Allemagne, fait une remontée express dans les sondages. Son candidat, Olaf Scholz, actuellement ministre des Finances, est l'homme qui a débloqué des milliards d'euros au plus fort de l'épidémie. Deshalb wird hier nicht gekleckert, es wird geklotzt. On n'asperge pas, on y va au bazooka, avait-il dit en mars 2020. Est-ce que ça joue un rôle ? Ou bien les Allemands cherchent-ils seulement un Merkel au masculin, peu charismatique, mais sérieux ? Après le camp conservateur, il est temps de parler des sociodémocrates. Vous écoutez le podcast avec un K comme candidate. Aujourd'hui, Scholz et le SPD, les favoris inattendus. Chères auditrices, chers auditeurs, je vais commencer avec une confidence. Quand j'ai imaginé ce podcast avec le DFI au printemps, on n'avait pas vraiment prévu de produire cet épisode aussi tôt dans la série. Le SPD plafonnait à 16-17% et rêvait d'une cure d'opposition pour se refaire une santé. La situation s'est complètement retournée et il a fallu muscler cet épisode. Ça tombe bien, dans le conseil d'administration du DFI, il y a Hélène Millard-Delacroix, historienne, prof à la Sorbonne et spécialiste de la gauche allemande. Bonjour Hélène. Bonjour. Quelle fin de campagne incroyable, ça fait 10 ans que le SPD est dans le marasme politique et là, potentiellement, il peut décrocher la chancellerie. Les sondages se sont inversés en un mois. C'est intéressant, en fait, je crois qu'il y a plusieurs raisons à ce phénomène. Il y a une question d'ambiance. La campagne, elle était dans une espèce de lenteur et de torpeur. Personne s'était beaucoup enthousiasmé, mais bref, c'était quand même une campagne un peu endormie. Donc, deuxièmement, je crois que le retournement, c'est un simple phénomène mathématique. Pour que Scholz monte, il faut que les autres descendent. Et il y a eu des vraies erreurs de la part des deux autres pour lesquelles on s'était un tout petit peu enthousiasmé avant, c'est-à-dire Laschet, dont on sait qu'il a oublié qu'il y avait toujours des caméras et des photographes quand on était en public et qui a bêtement ri en arrière-plan d'une scène extrêmement digne et triste en l'honneur des victimes des inondations. Et puis Annalena Baerbock, qui finalement paraît moins sérieuse et moins solide qu'on l'a pensé au début. Et donc le soufflet est un peu retombé. Donc comme les autres sont décevants, eh bien mathématiquement, si ça baisse, eh bien le SPD monte. Alors le SPD, c'est Scholz. Alors Scholz, je pense que comme forme de repli, si cette logique que j'explique est juste, eh bien il n'est pas si mal que ça, parce qu'il paraît pas si dangereux. C'est une option très envisageable avec Angela Merkel en plus en grande coalition. Elle était au centre droit, lui il est au centre gauche. Oui, c'est ça. On serait en France, on dirait, il s'est présidentialisé en se glissant dans le costume du chancelier, ou plutôt de la chancelière. D'ailleurs, l'un de ses slogans sur une des affiches, c'est « Oui, il a de quoi être chancelière ». Il joue vraiment la continuité du gouvernement de Merkel. Tout à fait. Alors, c'est une façon de sortir de la fascination de Merkel à bon compte, tout en continuant à s'adresser à l'électorat allemand dont on suppose, et les analystes politiques le confirment, que c'est un électorat qui s'est centré, qui était rassuré par à la fois la bonhomie d'Angela Merkel, son côté tranquille, et puis pas d'expérience, kein Experiment, comme avait dit Adenauer il y a très longtemps. Et puis mon quatrième point, je crois la quatrième raison qui est importante, c'est aussi un phénomène médiatique. Les médias se mettent à parler de Scholz. Il a une plus grande visibilité, les gens s'intéressent à Scholz et ça pousse finalement, ça exaspère le processus de dire « Ah ben finalement, il n'est pas si mal que ça » et comme Laschet et Baerbock nous paraissent moins bien que nous pensions, oui, on pourrait voter pour lui. Cette visibilité, c'est vraiment intéressant parce que jusqu'à présent, certes, il avait des postes prestigieux, vice-chancelier, ministre fédéral des Finances, mais il ne frappait pas les esprits. Et puis tout d'un coup, il se révèle, rira bien qui rira le dernier. Oui, d'autant plus que il a annoncé sa candidature il y a déjà un an, après avoir été en échec au sein de son parti. Donc les militants du SPD l'ont boudé. Il est relativement à la périphérie du SPD. Je me demande s'il n'y a pas aussi un possible malentendu. Là, tout le monde au SPD est ravi d'avoir une personne qui peut faire chancelière, mais est-ce que il faut rappeler le système électoral allemand. Les gens ne peuvent pas voter directement pour Olaf Scholz, mais est-ce qu'en élisant les gens qui sont sur la liste du SPD dans les différents Länder, ça va donner la même orientation que Scholz? Ça, c'est pas dit, parce qu'il est quand même très à droite de son parti.
Comme disait dernièrement un journaliste allemand à la télé, Scholz surjoue tellement Merkel au masculin que s'il était une femme, il irait jusqu'à porter ses blazers. Ist ja schon in der ironischen Überhöhung. Wenn eine Frau wäre, würde auch ihre Hosenanzüge tragen. On l'a entendu lors du débat télévisé dire « Merkel et moi, la chancelière et moi, nous avons fait ceci, cela », au point que cette dernière a jugé nécessaire de remettre les choses au clair il y a quelques jours. Lui, c'est lui et moi, c'est moi. Es ist einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht. Hélène Muyard-Delacroix, vous l'avez rappelé, au sein de son parti, il y a moins de 2 ans, les militants ne voulaient pas de lui comme président du SPD, trop à droite, trop compromis avec les conservateurs, l'incarnation de cette grande coalition dont la base ne voulait pas. Est-ce que c'est encore un homme de gauche ? Alors, si on compare à sa propre histoire, il est beaucoup moins de gauche que quand il était jeune. Il a commencé en étant chez les Jusos, c'est-à-dire les Jungsozialisten, qui est traditionnellement très à gauche, et puis il s'est droitisé ou centré. Je pense qu'il y a quand même un décalage entre Scholz et son parti, au sens où je suis pas sûre qu'il soit complètement derrière l'idée de passer le salaire minimum de 9,5 € brut à 12. On va peut-être dans cette campagne d'ailleurs se mettre à parler des contenus, parce que c'est aussi une caractéristique de cette campagne. On n'entre pas quand même beaucoup dans les détails. Et puis là aussi, c'est la difficulté de la social-démocratie allemande aujourd'hui. Il y a toujours eu une aile gauche et une aile droite, mais là on sent vraiment des conservateurs et puis des traits libertaires. Lui, il est un peu âgé. Il y a des jeunes derrière qui poussent beaucoup. Est-ce que le SPD est capable de revenir à toucher son électorat traditionnellement ouvrier, ou on va dire de petite classe moyenne, alors que ce parti a suivi quand même l'évolution que l'on voit actuellement vers les minorités, les LGBT, etc., qui sont un peu un repoussoir pour l'électorat traditionnel du SPD. Et vous avez évoqué justement cette jeune génération au sein du SPD. On pense évidemment à celui qui était l'égérie des no-GroKo au moment où certains militants disaient qu'il ne fallait pas rentrer en GroKo, en grande coalition, cesser de gouverner avec la droite de Merkel. Alors tout ça maintenant, on oublie. Avec le succès annoncé par les sondages, fini les vieilles querelles, le parti étant renserré derrière Olaf Scholz, comme a pu le constater David Philippot lors d'un meeting à Berlin. Ce jour-là, c'est d'ailleurs l'ancien porte-drapeau des opposants à la grande coalition qui chauffe le public. Voilà celui qui est derrière le succès dans les sondages. Et ça n'a pas fini de monter. Kevin Kühnert acclame le nouvel homme providentiel du SPD. Accueillez avec moi la barre énergétique de cette campagne, Olaf Scholz. Chemise blanche bien ajustée, celui auquel les militants ont souvent reproché son centrisme et sa froideur, enflamme le public avec des accents de gauche. Ce n'est pas le moment que des gens qui gagnent autant que moi ou des gens qui gagnent même encore plus que moi bénéficient de baisses d'impôts immédiates, comme la CDU, la CSU ou l'FDP le proposent. 30 milliards de baisses d'impôts pour des gens avec de tels revenus, non seulement ce n'est pas finançable, mes chers amis, mais c'est immoral. Mais plus que son programme, c'est sa personnalité qui fait la différence. Il est très calme et je crois que la population allemande a toujours un peu peur du changement. Lui, il n'incarne pas un changement aussi radical que celui qu'apporterait une chancelière verte. Parce que c'est un bon homme politique, parce qu'il est honnête et qu'il donne l'impression d'être authentique. Et c'est quelqu'un qui agit. Olaf Scholz, le meilleur candidat ? Pas aux yeux de ses militants pro-climat, venus perturber le meeting. Le GIEC, ça vous dit quelque chose ? Soyez plus ambitieux pour la justice climatique. Devant qui vous vous inclinez ? L'économie ? C'est tellement triste, vraiment. Dans son programme, le SPD prévoit une sortie du charbon au plus tard en 2038 et la neutralité carbone pour 2045. On verra après les élections si cette question climatique complique la tâche d'Olaf Scholz au moment de bâtir une coalition. D'abord, il faut effectivement qu'il termine la course en tête. La campagne est serrée, rien n'est joué.
Dans l'épisode sur son concurrent Armin Laschet, nous avons insisté sur l'importance de sa fonction de ministre-président d'un Land. Et ça aussi, Scholz peut le mettre en avant puisqu'il a dirigé la ville-État de Hambourg entre 2011 et 2017, en décrochant d'ailleurs une majorité absolue, il faut le noter. J'ai discuté il y a quelques jours avec Arthur de Vriend, journaliste français installé dans la grande ville portuaire, qui publie une très bonne newsletter intitulée « Un dimanche à Hambourg ». Hambourg, c'est la ville où il a grandi, c'est la ville où il a fait ses études, c'est là où il a commencé la politique également. Donc il avait déjà, 2011, ça n'a pas été son arrivée à Hambourg, il a été déjà dans l'administration municipale, enfin en tant qu'élu. Il a toujours joui d'une très bonne popularité. Son credo à Hambourg en tant que maire, c'était il faut construire du logement pour lutter contre la crise du logement. C'est la casquette qu'il avait au niveau local et qu'il reprend au niveau national. Et il a été avocat dans le domaine du droit du travail et c'est aussi un aspect sur lequel il joue beaucoup. Il l'utilise beaucoup dans le cadre de sa campagne actuelle pour montrer qu'il est du côté des travailleurs et des travailleuses de l'Allemagne. Alors Hambourg a déjà fourni un chancelier, Hélène Millard-Delacroix, Helmut Schmidt. Et Scholz, il assume pleinement cette filiation. Ah, complètement, d'autant si on regarde de près, il y a un vrai parallélisme. Si je ne me trompe, Scholz, il a été sénateur de l'Intérieur, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur, comme Schmitt. Alors, ce qu'il y a aussi en commun, c'est le refus de l'idéologie, de la théorie. Vous connaissez tous, on la redit toujours, cette fameuse phrase Helmut Schmidt, les gens qui ont des visions doivent aller chez l'ophtalmo. Et là, il s'opposait à l'extrême gauche du mouvement de 68 et aussi aux jeunes verts agités du début des années 80. Il y a chez Olaf Scholz aussi cette approche plutôt pragmatique, un peu froide, des comptes de la bourse. Il est ministre des Finances. Il aime cette chose, comme l'était Helmut Schmidt, tout en ayant une fibre quand même plutôt des petites gens, c'est-à-dire considérer qu'il faut arriver à combiner le marché, donc le capitalisme, et quand même une dimension sociale afin d'éviter que ce soit toujours les mêmes qui profitent. Un parallèle qu'on peut faire aussi, c'est cette impression d'être un bon capitaine dans la tempête. Helmut Schmidt, les Allemands l'ont connu au moment de grandes inondations, déjà à l'époque, dans la ville de Hambourg. Et Scholz donne quand même un petit peu cette impression-là, en tout cas par rapport à son concurrent direct Armin Laschet. Clairement, Olaf Scholz a un atout à avancer. Face aux grandes inondations, Helmut Schmidt, en 62, a su faire face, s'est montré comme un Krisenmanager, comme on dit en allemand, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la gestion de crise sans se poser beaucoup de questions, alors que là, les inondations, elles ont eu lieu dans la région de Armin Laschet, qui s'est montré peut-être moins sérieux et moins engagé. Donc en effet, cette image de Scholz, elle le sert très certainement en Allemagne, où on aime le sérieux, l'absence de falbala. D'ailleurs, le fait de beaucoup aimer Angela Merkel va exactement dans ce sens. Je vous rappelle que Gerhard Schröder, il était apprécié avant de faire la rupture qu'il a créée en introduisant le Hartz IV et donc l'agenda 2010 et les réformes sociales très dures. Voilà, tout à fait. Avant, il était apprécié parce qu'il avait quelque chose de la tradition du SPD qui était, il venait vraiment, c'était vraiment un ouvrier d'en bas qui parlait comme les ouvriers, un peu macho, qu'on voyait bien avec sa bière au match de foot. Ce que Scholz incarne, c'est beaucoup plus ce qu'incarnait Schmitt, en effet, c'est-à-dire on est un gestionnaire. On a le cœur à gauche, mais on est un gestionnaire. On n'est pas dans cette fibre qui parle fort et dont les Allemands se sont quand même lassés avec Schröder. Je pense que la social-démocratie a été pour un bon moment vaccinée de ce type de personnalité. Donc l'austérité, l'efficacité tranquille de Scholz doit correspondre à ce que les Allemands attendent. Et de ce point de vue, il peut tout à fait donc se glisser dans les habits de la chancelière sortante. Mais de Hambourg, Olaf Scholz a aussi rapporté quelques casseroles. C'est une différence de taille avec Angela Merkel, la femme politique sans aucune affaire. Olaf Scholz est mêlé indirectement au scandale d'évasion fiscale Cum-Ex. Arthur de Vriend nous explique ça très bien. Écoutez. Une des principales banques privées impliquées dans cette affaire est basée à Hambourg, c'est la Warburg, avec des locaux un peu flamboyants au bord de l'Alster dans le centre-ville. L'administration de Hambourg a toujours veillé à réclamer en prenant beaucoup de temps les sommes à la banque en question pour faire jouer un petit peu la prescription. On parle ici de 47 millions d'euros que la ville n'a pas réclamé à la banque en fait. Quel était le rôle de Olaf Scholz, alors maire de Hambourg, dans ces facilités accordées à la banque de Warburg ?
Olaf Scholz a adopté la stratégie des trous de mémoire, ce qui est quand même assez délicat, alors qu'il est connu pour être quelqu'un de dossier au début de la commission. Après, il a un petit peu changé de pied par rapport à ça, mais il a indiqué ne même pas se souvenir de rendez-vous avec le propriétaire de la banque. Donc là, il semble être quand même sur une ligne de crête un petit peu fragile. Mais pour l'instant, l'affaire reste en marge de cette campagne électorale. Olaf Scholz ressuscite la social-démocratie, qui est à la peine partout ailleurs en Europe, quasiment. Est-ce qu'il y a une exception allemande ? Alors si en effet il réussit, le parti réussit à obtenir 25% voire plus, il y a une exception allemande. En même temps, là aussi il faut voir ce qui va sortir du chapeau. Et puis ce qui va être aussi tout à fait déterminant, ça va être avec qui une coalition va-t-elle être formée. Comme on le sait, on est élu sur un programme qui est très ambitieux, et puis à la fin le contrat de coalition finit par se ratatiner et devenir comme une lame de parquet qui est le plus petit commun dénominateur. S'il donne un visage positif et dynamique à la social-démocratie, oui, ce sera une exception allemande et peut-être le début d'un virage en Europe, dans d'autres pays, parce que on assiste à des évolutions soit parallèles, soit qui successives dans les pays. Et on ne peut pas nécessairement prédire au paysage politique allemand ce qui est arrivé au paysage politique français, ce qui est un peu la tendance qu'on avait l'air de voir ces derniers temps. C'est peut-être dans l'autre sens que ça va se passer, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Si on regarde ça avec des lunettes françaises, évidemment, il y a toujours la question de l'endettement. Alors ces Allemands qui ne veulent pas s'endetter, qui sont l'incarnation de l'austérité, c'est cette Allemagne de Merkel, c'est l'un des souvenirs qu'elle laissera. Scholz, à la faveur de cette épidémie de coronavirus, il a fait tomber le tabou de l'endettement zéro en Allemagne, il a ouvert les vannes, il a versé beaucoup d'argent très vite. Évidemment, n'importe qui l'aurait fait dans ces circonstances, mais c'est lui qui a incarné ça, qui a annoncé ces aides au bazooka, il a dit. Ça a frappé les esprits. Ça a aussi ouvert la porte à une possibilité d'un endettement commun au niveau européen. Il a été l'un de ses artisans. Alors, s'il est élu chancelier, est-ce que ça sera la ligne de l'Allemagne maintenant à Bruxelles ? Ça va dépendre beaucoup des rapports de force et de la coalition qui va se former. Je pense que l'Allemagne, que ce soit d'ailleurs Scholz ou même Merkel, si jamais elle était restée au pouvoir, a appris quand même beaucoup de choses dans cette crise et que on ne pouvait pas indéfiniment s'enfermer dans sa tour d'ivoire, derrière des murs, en disant nous faisons différemment et les autres peuvent mourir de faim autour de nous. Ça, je pense que ce virage est passé et que Scholz est capable de l'incarner, même s'il risque d'être tout à fait attentif aux économies des Allemands et au porte-monnaie des Allemands. Et ce dogme de l'endettement zéro, le fameux Schwarze Null de Wolfgang Schäuble, repris par Olaf Scholz jusqu'à la crise du Covid, eh bien beaucoup d'Allemands y tiennent, même Knut, un Berlinois qui revendique 50 ans de militantisme au SPD. L'endettement zéro nous a permis d'avoir de la marge pendant la crise sanitaire. Nous avons une base saine et nous pouvons donc envisager un bon avenir sur le plan économique, ce qui nous permettra de réduire à nouveau notre dette. Surtout que l'inflation est de retour en Allemagne. Les experts n'excluent pas une hausse de 4 ou 5% sur un an. Ça serait un record depuis 30 ans. Et là, vraiment, ça, c'est une peur ancestrale des Allemands, quelque chose presque d'irrationnel. Est-ce que ça peut jouer un rôle ? Est-ce que les Allemands vont se dire, bon, Scholz, ministre des Finances, finalement, ça serait un rempart face à cette menace ? Alors, il est certain que ça fait partie de son crédit. Puisque, en effet, les Allemands, a priori, vont faire confiance à quelqu'un qui sait faire, qui a cette expérience et qui n'est pas un grand parleur, mais a montré qu'il était un Macher, comme on dit en allemand. Et là aussi, il y a une filiation avec Helmut Schmidt, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait pas des grands discours, mais qui gère. Même si à Hambourg, il y a eu au moins 2 exemples, que ce soit le financement de la construction de la Philharmonie au bord de l'Elbe, où les dépenses, le budget a complètement dérapé. Et puis il y a aussi eu sa gestion un peu catastrophique du G20 en 2017, où il avait juré aux habitants de sa ville qu'ils ne remarqueraient même pas qu'il y avait un sommet. Bon, ça a tourné à l'émeute pendant 3 nuits. Merci beaucoup Hélène Millard-Delacroix pour ces éclairages sur le SPD et sur Olaf Scholz. Avant de vous laisser une question, comme vous êtes professeur d'histoire de l'Allemagne, une auditrice m'a demandé, après l'épisode précédent, d'où venait le prénom du candidat conservateur Armin Laschet. Armin, ça ne sonne pas très deutsch.
Ça sonne pas très deutsch, il y a même des gens qui disent « Ah oui, il doit avoir des racines turques ». Non, pas du tout. Armin, c'est Arminius. Arminius en Hermann. Hermann le Chérusque. C'est un grand héros de l'histoire allemande, même de la mythologie des Germains. Certains ont dit c'est le début de la nation allemande. Donc c'était un Germain qui aurait anéanti plusieurs légions romaines au 1er siècle après Jésus-Christ, dans une grande bataille devenue mythique dans la forêt de Teutoburg. Alors, la dimension réelle de cette histoire, et il faut quand même mettre beaucoup de bémols, mais Arminius, pour devenir chancelier allemand, c'est un bon présage. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous tous qui nous écoutez. Merci à David Philippot pour les reportages et le soutien technique au montage. La musique originale de ce podcast a été composée par Aloïs Kerek. Et pendant que j'y suis, sachez que le logo a été conçu par Aurore Campbell. Avec le DFI, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un épisode sur les Verts. Leur candidate, Annalena Baerbock, a démarré la campagne comme une fusée, mais l'étoile filante a perdu de son éclat. Les Verts restent tout de même une force centrale dans cette campagne. D'ici là, n'oubliez pas, 60 millions d'Allemands sont appelés aux urnes le 26 septembre. On parle, mais c'est un processus démocratique et à la fin, c'est l'Allemagne qui vote. À bientôt, bis bald.